Imaginez construire la plus grande merveille d'ingénierie de l'histoire humaine. Elle fonctionne à la perfection. Mais, même cet exploit monumental est absolument insuffisant pour survivre dans l'espace profond, car les lois impitoyables de la thermodynamique ne permettent jamais une perfection éternelle. Même si nous lancions un vaisseau génération géant de 10 millions de tonnes dans l'espace, l'horloge à l'intérieur commencerait à tourner instantanément. La probabilité que ces 1000 sous-systèmes différents fonctionnent sans panne pendant seulement 10 ans est d'un taux terrifiant de 0,005%. Même les réacteurs nucléaires les plus robustes sur Terre ne durent qu'au maximum 60 ans. C'est pourquoi le fonctionnement de pièces délicates, sans aide extérieure, pendant 500 ans, devrait être littéralement impossible. Ah, mais ce qui est vraiment dérangeant, ce n'est pas l'effondrement des systèmes mécaniques, mais la terrible dévastation génétique qui s'ensuit pour les générations nées à l'intérieur. Et maintenant, vous allez voir le désespoir à l'intérieur de cette boîte de métal scellé. Si vous aussi, vous voulez connaître ces vérités qui dépassent la science-fiction, alors aimez et abonnez-vous immédiatement, car votre espoir d'atteindre les étoiles est sur le point d'être complètement anéanti. Nous commençons. Chaque vaisseau spatial construit par l'humanité a été conçu pour durer des années, peut-être des décennies. Mais ce n'était pas suffisant, car la sonde la plus longtemps opérationnelle de l'histoire, Voyager 1, n'a survécu que 47 ans, et elle commence déjà à tomber en panne. Si c'est pourquoi, les scientifiques ont commencé à travailler sur une idée beaucoup plus audacieuse. Un vaisseau spatial qui devrait fonctionner parfaitement, non pas pendant des décennies, mais pendant des siècles. Un vaisseau génération. Ce vaisseau n'est pas un véhicule au sens où nous l'entendons. C'est un monde. C'est pourquoi il a été conçu pour transporter l'humanité à travers le vide entre les étoiles. Le voyage ne durerait pas des années ou des décennies. Il durerait des siècles, voire potentiellement des milliers d'années. Ainsi, les premiers passagers qui quitteraient l'armature la Terre n'atteindraient jamais leur destination. Leurs enfants non plus. Peut-être même que leurs petits-enfants ne la verraient pas, car les personnes qui poseraient le pied sur un autre monde seraient les lointains descendants de l'équipage originel. Ils naîtraient et grandiraient entre les murs d'un vaisseau qu'ils n'auraient jamais choisi de prendre. Ils ne connaîtraient la Terre que comme un mot dans une archive historique. Le ciel sous lequel ils grandiraient serait un plafond. Le sol sous leurs pieds ne serait qu'un plancher boulonné à une structure dérivant dans l'obscurité absolue. Il n'y a qu'une seule raison à l'existence de ce concept, la physique, car la physique impose une contrainte si brutale à nos ambitions interstellaires qu'elle élimine tous les raccourcis que notre imagination a pu inventer. Mais, ce qui est vraiment choquant, c'est la façon dont cette règle transforme les distances en cauchemars. Cette règle, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas seulement très rapide, c'est la limite absolue de la vitesse à laquelle l'information, la matière ou l'énergie peuvent se déplacer dans l'espace. Rien qui a une masse ne peut l'atteindre, rien ne peut la dépasser. Ce n'est pas une limitation technologique qui attend une solution ingénieuse. C'est une condition inscrite dans le tissu même de l'espace-temps. C'est pourquoi elle a été confirmée à maintes reprises par plus d'un siècle d'expérience. Les accélérateurs de particules ont validé cette règle. Les horloges atomiques embarquées sur des satellites l'ont prouvé. Tout comme les observations des jets relativistes jaillissant des trous noirs. Chaque film et roman qui dépeint nonchalamment le voyage supraluminique invoque une physique qui n'existe pas dans notre univers.
car les moteurs à distorsion, aussi appelés warp drives, nécessitent une matière exotique à densité d'énergie négative, une substance qui n'a jamais été observée ou produite. Les trous de verre, eux, ont besoin de mécanismes de stabilisation qui violent les conditions énergétiques connues. L'hyperespace n'a aucune contrepartie dans la théorie physique confirmée. Ce ne sont pas des perspectives d'ingénierie, mais des curiosités mathématiques. C'est pourquoi le voyage interstellaire, JATS, s'il a lieu un jour, devra se faire à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière. Dès que vous acceptez cette contrainte, les distances deviennent écrasantes. Le système stellaire le plus proche de notre Soleil est Alpha du Centaure. C'est un système stellaire triple situé à environ 4,37 années-lumière. Une année-lumière équivaut à peu près à 9,4 trillions de kilomètres. Alpha du Centaure est donc à environ 41,3 trillions de kilomètres de la Terre. Pour mettre cela à l'échelle humaine, considérez le vaisseau spatial le plus rapide jamais lancé par l'humanité. La sonde solaire, Parker, lors de ses approches les plus proches du Soleil, elle a atteint une vitesse d'environ 692 000 km/h, ce qui en fait l'objet le plus rapide jamais créé par l'homme. Mais SACT, même si vous pouviez voyager en ligne droite vers Alpha du Centaure à cette vitesse, le voyage durerait environ 6800 ans. C'est plus de temps que celui qui sépare la civilisation moderne de la construction des premières villes en Mésopotamie. Vous partiriez de la Terre avant l'invention de l'écriture, et vous arriveriez après une période englobant chaque empire, chaque guerre, chaque révolution scientifique de toute l'histoire humaine enregistrée. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas aller plus vite? Pourquoi même notre meilleure technologie reste-t-elle si impuissante? Parce que nos systèmes de propulsion sont insuffisants. Les concepts de propulsion les plus souvent discutés pour les missions interstellaires se répartissent en plusieurs catégories, chacune avec de sérieuses limitations. Les fusées chimiques, la technologie qui a transporté les astronautes d'Apollo sur la Lune et qui lance actuellement chaque satellite en orbite, sont fondamentalement inutiles pour le voyage interstellaire. La contrainte principale est la vitesse d'éjection. Une fusée chimique éjecte ses produits de combustion à environ 3 à 4,5 km par seconde. C'est beaucoup trop lent, car l'équation de la fusée de Tsiolkovsky, la relation fondamentale qui régit toute la propulsion par fusée, stipule que pour atteindre des vitesses plus élevées, il faut une masse de carburant qui augmente de façon exponentielle. Une fusée chimique essayant d'atteindre seulement 1% de la vitesse de la lumière, soit environ 3000 km par seconde, nécessiterait un rapport masse de carburant sur masse de charge utile si astronomique que la masse de carburant dépasserait de plusieurs fois la masse de l'univers observable. Le calcul n'est pas seulement défavorable, il est physiquement absurde. La propulsion nucléaire thermique offre de meilleures performances, car elle chauffe un propergol, typiquement de l'hydrogène, en le faisant passer à travers le cœur d'un réacteur à fission nucléaire. Cela double à peu près les vitesses d'éjection par rapport aux meilleures fusées chimiques, atteignant environ 8 à 9 km par seconde. Mais, même les fusées nucléaires thermiques ne peuvent pas atteindre les vitesses requises pour un transit interstellaire pratique. Elles ne peuvent que révolutionner les voyages au sein de notre propre système solaire. C'est pourquoi, pour atteindre les étoiles, une approche complètement différente était nécessaire. Cette approche est à la base du concept de vaisseau-génération. Car, si nous ne pouvons pas conquérir les distances par la vitesse,
nous devons les endurer par la lenteur. Mais cette endurance ne ressemble à aucun autre défi d'ingénierie que l'humanité ait jamais affronté. Il ne s'agit pas seulement de construire une machine. Il s'agit d'enfermer une civilisation pendant des siècles dans une petite boîte de métal. Tout, absolument tout ce qui est nécessaire à la survie, doit être contenu dans ce vaisseau scellé. Et ce vaisseau doit assurer que tous ces systèmes, son écologie et sa société humaine fonctionnent de manière imbriquée. Chaque jour, chaque seconde, pendant plus longtemps que la plupart des civilisations n'ont jamais existé. C'est pourquoi la vraie question n'est pas de savoir si l'ingénierie est difficile. La vraie question est de savoir si la physique de la dégradation des matériaux, la biologie des écosystèmes fermés et les mathématiques des probabilités de défaillance cumulées permettent à une quelconque solution d'ingénierie de rester fonctionnelle sur de telles échelles de temps. Le vaisseau génération n'est donc pas une célébration de la capacité, mais une acceptation de la limitation. Mais maintenir ce vaisseau en un seul morceau signifie affronter un ennemi bien plus impitoyable que le vide interstellaire. Cet ennemi est silencieux, patient et inévitable. Il cible chaque vis, chaque circuit, chaque plaque de métal, et il ne se fatigue jamais. Et cet ennemi a un nom, l'entropie. Mais cette dégradation silencieuse, patiente et inévitable que chaque ingénieur rencontre en inspectant une soudure rouillée ou en remplaçant une aube de turbine fissurée. Car chaque objet manufacturé dans l'univers est condamné à se dégrader, heure après heure, année après année, siècle après siècle, sans aucune usine à l'horizon pour le reconstruire. Ce processus est le résultat de la deuxième loi de la thermodynamique agissant au niveau moléculaire. Les arrangements atomiques ordonnés tendent vers le désordre. Les liaisons chimiques se brisent. Les structures cristallines se disloquent. L'entropie augmente toujours partout sans exception. C'est pourquoi, sur Terre, nous gérons cette réalité avec une stratégie si omniprésente qu'elle est devenue invisible dans la vie de tous les jours. Nous remplaçons que quand une conduite d'eau rouille, l'équipe municipale creuse la rue, retire la section défectueuse et installe un nouveau tuyau fabriqué à partir de matières premières, extraites des mines et traitées dans des fonderies. Mais un vaisseau génération ne dispose pas d'une telle réserve. Il part avec un inventaire fini de matériaux, et cet inventaire représente le budget total de matériaux pour le reste du voyage. Rien n'entre dans le système de l'extérieur. Ce budget matériel fermé transforme chaque problème d'ingénierie d'une question de capacité à une question de durée. Car l'humanité sait comment construire des machines fonctionnelles. Mais nous ne savons pas comment construire des machines qui fonctionnent pendant 1000 ans, sans ravitaillement extérieur. Pensez simplement au squelette structurel du vaisseau. S'il tourne pour produire une gravité artificielle. Les éléments structurels sont soumis à une charge cyclique à chaque rotation. Un module d'habitat tournant une fois par minute soumet ces éléments structurels à un cycle de contraintes complet toutes les 60 secondes. Cela équivaut à 1440 cycles par jour. 125 600 cycles par an. 52,56 millions de cycles par siècle. Et 525,6 millions de cycles en 1000 ans. Cela signifie fatigue du métal. Des fissures microscopiques se développent de manière invisible, jusqu'à ce qu'elles atteignent une longueur critique. À ce stade, la pièce se brise, souvent de manière catastrophique et avec très peu d'avertissement. Mais cette fatigue est aggravée lorsqu'elle est combinée avec des projectiles invisibles qui perforent le vaisseau. Car l'espace interstellaire
au-delà de l'effet protecteur du champ magnétique d'une étoile, est constamment bombardé par les rayons cosmiques galactiques. Ce ne sont pas les particules relativement inoffensives qui composent le vent solaire. Les rayons cosmiques galactiques comprennent des protons, des noyaux d'hélium et des ions plus lourds jusqu'aux noyaux de fer, accélérés à des énergies prodigieuses. Lorsqu'un rayon cosmique de haute énergie frappe un atome dans un réseau métallique, il le déplace. Il crée des amas de défauts, comme une réaction en chaîne de boules de billard. Avec le temps, ces défauts de déplacement s'accumulent. Ils modifient les propriétés mécaniques du matériau. Et le résultat macroscopique est un phénomène appelé fragilisation par irradiation. Le matériau devient plus dur, mais aussi moins tenace, c'est-à-dire qu'il se brise plus facilement. Les matériaux ductiles, qui pouvaient se plier et fléchir à l'origine, deviennent des matériaux fragiles, qui se fissurent et se brisent. L'environnement des rayons cosmiques galactiques dans l'espace interstellaire délivre un débit de dose non protégé d'environ 300 à 400 millisieverts par an aux surfaces des matériaux. Sur un siècle, la dose absorbée cumulative dans les composants structurels atteint 30 à 40 sieverts. Sur 1000 ans, 300 à 400 sieverts. Ces chiffres réduisent considérablement la durée de vie du matériau. Mais l'interaction la plus critique est que la fatigue et les dommages par irradiation se renforcent mutuellement. La fragilisation par irradiation rend les matériaux plus sensibles à la propagation des fissures de fatigue. C'est pourquoi l'entropie qui ronge le vaisseau de l'intérieur et les radiations qui le perforent de l'extérieur créent une dégradation inévitable. Mais ce n'était même pas le problème le plus insidieux auquel les ingénieurs étaient confrontés, car le vrai dilemme était de savoir comment réparer ce qui se dégradait. Cela nous amène à la contrainte peut-être la plus sous-estimée sur la viabilité d'un vaisseau génération, le goulot d'étranglement de la fabrication. La civilisation technologique moderne dépend de chaînes d'approvisionnement d'une profondeur et d'une spécialisation extraordinaires. Un seul circuit intégré que l'on trouve dans n'importe quel appareil électroménager nécessite un équipement de photolithographie coûtant des milliards de dollars. Du silicium ultra pur qui subit des dizaines d'étapes de traitement chimique et des gaz spéciaux extrêmement purs. Un vaisseau génération ne peut pas transporter une usine de fabrication de semi-conducteurs complète. Les exigences en matière de masse, de volume et de consommation d'énergie sont prohibitives. Cela s'applique à chaque composant manufacturé à bord du vaisseau. L'usinage de précision nécessite des machines-outils. Les machines-outils nécessitent des plaquettes de coupe en carbure de tungstène. Ces plaquettes s'usent et doivent être remplacées. La chaîne de production est récursive. Chaque outil nécessaire pour fabriquer un composant nécessite d'autres outils pour le fabriquer. Ces outils nécessitent à leur tour d'autres outils. Sur Terre, cette récursion se termine dans les industries minières et de raffinage qui extraient les matières premières. Mais, dans un vaisseau génération, cette récursion se termine au stock de matières premières chargées au départ. Lorsque ces stocks sont épuisés, la chaîne de production est coupée à sa base. Cette dégradation récurrente signifie que le vaisseau ne tombe pas en panne à la suite d'un seul événement dramatique. Au lieu de cela, il descend une série de paliers où ses capacités diminuent lentement. Chaque étape, prise isolément, semble gérable. Chaque étape élimine de manière permanente des options que les générations précédentes considéraient comme acquises. Au cours du premier siècle, le stock d'électronique du vaisseau s'épuise.
Au cours du IIe siècle, la capacité d'usinage de précision se dégrade. Au cours du IIIe siècle, les réserves de matières premières chimiques diminuent. Chaque palier semble stable pour la génération qui y vit, car ils n'ont jamais connu les capacités perdues avant leur temps. C'est comme faire bouillir lentement une grenouille. Aucune génération ne connaît une crise assez aiguë pour déclencher des mesures d'urgence. Chaque génération fonctionne à un niveau de capacité légèrement inférieur à la précédente. Elle normalise cette baisse comme étant la base. Et elle laisse à ses successeurs un héritage encore plus réduit qui continuera de rétrécir. Le vaisseau ne tombe pas en panne. Il oublie simplement ce dont il était autrefois capable. Tous ces défis physiques, la fatigue des métaux, le bombardement incessant des radiations et l'effondrement inévitable des chaînes de production qui maintiennent la technologie, formaient un triangle mortel menaçant le matériel du vaisseau génération. C'est pourquoi le métal et les circuits du vaisseau étaient, dès le début, le CARTS, engagés sur une voie de décomposition inévitable. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire, car le système le plus fragile à l'intérieur du vaisseau n'était pas fait de métal. Il était vivant. Qu'en est-il d'un écosystème fermé? Qu'en est-il du génome humain? Qu'en est-il d'une société confinée dans une boîte de métal pendant des centaines d'années? Les effondrements biologiques et sociologiques qui les attendaient, dont nous n'avons eu qu'un aperçu dans des expériences comme Biosphère 2, pouvaient-ils être encore plus terrifiants que les problèmes d'ingénierie? Et la réponse était oui, terriblement oui, car la première véritable découverte de l'humanité est venue bien avant la construction d'un vaisseau génération, à l'intérieur d'une structure de verre dans le désert de l'Arizona. C'était en 1991. 8 chercheurs sont entrés sous une cage d'acier et de verre. Ils ont scellé la porte derrière eux. C'était Biosphère 2. L'expérience d'écosystème fermé la plus ambitieuse jamais tentée. Elle s'étendait sur 1,27 hectares. Elle contenait un océan miniature, un récif corallien, une forêt tropicale humide, un désert de brouillard. Cela devait être la preuve de concept d'un vaisseau génération, car cette structure, coûtant environ 150 millions de dollars, était conçue pour recycler indéfiniment sa propre atmosphère, son eau et ses nutriments. Mais, en seulement 16 mois, l'expérience a viré à la crise. Cela n'aurait pas dû arriver. Le système était parfait. Mais, ils s'étaient trompés. Les niveaux d'oxygène ont chuté. Ils se sont effondrés du niveau standard de 21% à 14,2%. C'était l'équivalent de respirer à une altitude d'environ 4100 mètres. L'équipage souffrait de fatigue chronique. Leurs fonctions cognitives se sont détériorées. Ils sont devenus incapables d'effectuer des tâches physiques, car il y avait une interaction que personne n'avait prévue. Les milliards de micro-organismes du sol, dans les lits agricoles, consommaient de l'oxygène à des taux dépassant la production de la photosynthèse des plantes. En même temps, le béton des fondations de la structure absorbait silencieusement l'atmosphère. Sur les 25 espèces de vertébrés introduites dans le système, 19 se sont éteintes. Tous les insectes pollinisateurs sont morts. Cela a éliminé la reproduction naturelle de toutes les espèces de plantes dépendantes des insectes. Les populations de cafards et de fourmis, elles, ont explosé. L'équipage a perdu un poids considérable en raison d'un déficit calorique. Et finalement, des injections d'oxygène d'urgence de l'extérieur ont été nécessaires pour maintenir l'équipage en vie. Le seau était brisé. L'expérience avait échoué.
et cela a mis en lumière un principe aux conséquences dévastatrices pour le concept de vaisseau-génération. Les écosystèmes fermés étaient intrinsèquement instables à petite échelle. Mais ce n'était que le début, car l'atmosphère du vaisseau elle-même était une bombe à retardement. La respiration humaine consomme de l'oxygène et produit du dioxyde de carbone. La photosynthèse des plantes inverse cet échange. En principe, ces deux processus s'équilibrent. Mais, en pratique, l'équilibre dépend de dizaines de variables interactives. L'intensité lumineuse, la santé des plantes, la température, l'humidité. Un glissement dans l'une de ces variables perturbe instantanément le système, car la concentration d'oxygène doit rester dans une bande d'environ 16 à 23% pour la vie humaine. En dessous de 16%, les performances physiques se dégradent fortement. En dessous de 12%, la perte de conscience se produit en quelques minutes. Mais, au-dessus de 25%, l'inflammabilité de presque tous les matériaux organiques à bord augmente considérablement, transformant une étincelle électrique de routine en un incendie potentiel. Le dioxyde de carbone, lui, doit rester en dessous d'environ 1% pour la santé à long terme. Au-dessus de 5%, la toxicité aiguë devient mortelle. Maintenir cet équilibre semblait impossible. Les systèmes mécaniques du vaisseau étaient déjà condamnés à se dégrader. Les systèmes biologiques, comme l'a prouvé Biosphère 2, échouaient d'eux-mêmes. C'était un piège sans issue. Et maintenant vient le vrai choc. Si le plus grand danger n'était ni l'air ni l'eau, c'était la nourriture. Car l'histoire de l'agriculture sur Terre est parsemée de pertes de récoltes dévastatrices causées par des agents pathogènes exploitant l'uniformité génétique. La famine de la pomme de terre en Irlande, dans les années 1840, a tué environ 1 million de personnes. Car le système agricole irlandais reposait massivement sur une seule variété de pommes de terre, la Irish Lumper. Cette variété était complètement vulnérable au mildiou. L'agent pathogène n'a pas eu à surmonter plusieurs mécanismes de résistance. Il n'a eu qu'à en surmonter un seul. Mais le système agricole d'un vaisseau génération serait confronté à une version amplifiée de cette vulnérabilité si les populations de cultures maintenues en isolement pendant des siècles auraient une diversité génétique bien moindre que même la monoculture de pommes de terre irlandaise. Pendant ce temps, les organismes pathogènes partageant l'environnement fermé du vaisseau évolueraient constamment. Cela n'aurait pas dû arriver. L'agriculture moderne avait résolu ce problème. Mais pas à bord du vaisseau, car sur Terre, les sélectionneurs de plantes répondent aux agents pathogènes émergents en les croisant avec des parents sauvages porteurs de nouveaux gènes de résistance. C'est le fondement de la sélection moderne pour la résistance aux maladies, car les parents sauvages existent dans des habitats naturels. Mais un vaisseau génération n'a pas de parents sauvages. Il n'a pas d'habitat naturel. Lorsqu'un agent pathogène développe la capacité de surmonter les mécanismes de résistance dans la population de culture du vaisseau, il n'y a pas de réservoir génétique auquel recourir pour sélectionner un remplaçant résistant. La perte d'une variété de blé fournissant 30% de l'apport calorique. La perte d'une variété de soja fournissant la principale source de protéines. Cela entraînerait un rationnement immédiat et des carences nutritionnelles à long terme dans toute la population. Le vaisseau mourrait lentement de faim. Tout cela était l'effondrement des systèmes autour du vaisseau. Les écosystèmes, l'atmosphère, la chaîne alimentaire, chacun en soi un scénario catastrophe. Mais tous étaient des échecs extrinsèques, des batailles entre l'ingénierie et la biologie.
Pourtant, la véritable découverte n'était pas là, car le véritable ennemi n'attendait pas à l'extérieur du vaisseau ou dans ses lits agricoles. Le véritable ennemi s'infiltrait à l'intérieur des cellules de chaque membre d'équipage. Ces projectiles invisibles qui perçaient la coque métallique du vaisseau, les rayons cosmiques, ne se contentaient pas de briser l'acier. Ils déchiraient le code de la vie. Que ferait ce bombardement constant au génome humain pendant des siècles? Car ce qui était vraiment effrayant, ce n'était pas la défaillance d'un système, mais la lente dissolution d'une espèce de l'intérieur. Car cette dissolution venait des radiations elles-mêmes. C'était une menace qui s'accumulait dans les tissus humains sur des générations, avec des conséquences qui se multipliaient avec le temps. Les ions lourds, car des particules avec des numéros atomiques élevés et des énergies cinétiques élevées. Lorsqu'une particule HZE traverse une cellule vivante, elle dépose de l'énergie le long d'une traînée d'ionisation dense qui brise les liaisons moléculaires sur son passage. Un seul noyau de fer peut détruire des milliers de liaisons moléculaires à l'intérieur d'un noyau cellulaire en un seul passage. Cela n'aurait pas dû arriver, car c'est qualitativement différent des dommages causés par les radiations de faible énergie. Cela impliquait de multiples cassures sur les deux brins de l'ADN simultanément. Ces lésions groupées sont beaucoup plus difficiles à réparer correctement par les mécanismes de réparation cellulaire. C'est pourquoi les taux de mutation, d'anomalies chromosomiques et de mort cellulaire augmentent. Même le meilleur blindage ne réduit la dose annuelle qu'à peut-être 100 à 200 millisieverts par personne. C'est environ 50 à 100 fois la dose de fonte annuelle moyenne à la surface de la Terre. Sur une durée de vie de 70 ans. Cela s'accumule à une dose absorbée de 7 à 14 sieverts. Une dose cumulative d'un sievert est associée à une augmentation d'environ 5% de la mortalité par cancer au cours de la vie. À 7 sieverts, l'augmentation du risque de cancer à vie dépasse 30%. À 14 sieverts, cela compromet considérablement l'espérance de vie. Cela affecterait chaque personne à bord du vaisseau, chaque génération. Mais la véritable horreur commençait dans le pool génétique. Non, car dans cette petite population fermée, les nouvelles mutations ne pouvaient pas être diluées par la reproduction avec des individus non apparentés de l'extérieur. Il n'y avait pas d'extérieur. Les allèles délétères s'accumuleraient plus rapidement que la sélection ne pourrait les éliminer. Les généticiens appellent cela la fonte génétique. Chaque génération porte une charge de mutation délétère légèrement plus élevée que la précédente. La viabilité diminue progressivement. La fertilité baisse. La mortalité infantile augmente. La population spirale lentement vers l'effondrement génétique. Cela n'aurait pas dû arriver, car le nombre minimum de population avait été calculé. Dans des conditions idéales, il avait été calculé qu'une population fondatrice de 98 individus pouvait maintenir une diversité génétique acceptable pendant 10 générations. Mais cela supposait des conditions qu'aucune population humaine réelle ne remplirait. Car les humains ne s'accouplent pas au hasard. Lorsque des contraintes sociales plus réalistes ont été modélisées, la population fondatrice nécessaire est passée de 500 à 5000 individus. Même à la limite supérieure de cette fourchette, la population reste suffisamment petite pour que la dérive génétique devienne une force évolutive puissante. La diversité génétique s'érode de génération en génération. La population devient de plus en plus homogène. Après seulement 10 générations, soit environ 250 à 300 ans,
Une population fermée de 1000 personnes perdrait une diversité allélique mesurable et commencerait à présenter une dépression de consanguinité détectable. Après 40 générations, soit environ 1000 ans, les conséquences génétiques pourraient sérieusement compromettre la viabilité de la population. Et maintenant vient la plus grande découverte, la plus dévastatrice. Car le problème n'était ni la fatigue du métal, ni la fonte génétique. Le problème, c'était l'homme lui-même. Aucune civilisation humaine dans l'histoire enregistrée n'a pu maintenir une gouvernance stable, une transmission continue des connaissances techniques et une cohésion sociale collaborative pendant 1000 ans sans trouble majeur. Les empires s'effondrent, les institutions se corrompent et les langues évoluent jusqu'à ce que l'intelligibilité mutuelle soit perdue. Les technologies sont oubliées lorsque les structures sociales qui les soutiennent se désintègrent. La recette du béton romain en est un exemple. Cette information n'était pas cachée. On a simplement cessé de l'enseigner, car un vaisseau génération pourrait transporter une archive numérique complète de chaque manuel technique, références d'ingénierie et articles scientifiques. Mais la documentation seule ne signifie pas la compétence. La capacité de diagnostiquer une pompe de refroidissement de réacteurs défectueuse ne nécessite pas seulement le manuel décrivant les spécifications de la pompe, mais aussi la connaissance expérientielle du son que fait une pompe saine. Cette connaissance tacite ne peut pas être téléchargée d'une base de données. Elle n'existe que dans les systèmes nerveux humains, et elle ne se transmet que par un mentorat direct. Une seule rupture dans cette chaîne de transmission créerait un vide de connaissances irréversible. C'est pourquoi le peuple du vaisseau deviendrait prisonnier de son propre esprit, car il n'avait pas choisi cette mission. Il ne pouvait pas partir. Il ne verrait jamais la destination. Toute leur vie se déroulerait dans un volume fermé et limité, dans des conditions d'isolement géographique absolu. Ils entretiendraient des systèmes hérités d'ancêtres qu'ils n'avaient jamais connus. Et ils le feraient au nom d'un objectif que des descendants qu'ils ne connaîtraient jamais réaliseraient. Ce fardeau existentiel pèserait le plus lourdement sur les épaules des générations intermédiaires, car les personnes nées des siècles après le départ et des siècles avant l'arrivée. La génération fondatrice portait au moins le souvenir de la Terre. La génération d'arrivée, l'attente d'une destination. Mais les générations intermédiaires ne portaient ni l'un ni l'autre. Elles vivraient dans un vaisseau qu'elles n'avaient pas choisi. Elles voyageraient dans un vide qui n'offrait rien à voir. Et toute leur existence était instrumentale, réduite à une déclaration de mission écrite par les morts au profit de ceux qui n'étaient pas encore nés. Savoir si la psychologie humaine pourrait maintenir un fonctionnement intentionnel dans ces conditions pendant des siècles était une question qu'aucune expérience n'avait approchée et à laquelle aucune théorie ne pouvait répondre avec confiance. Le vaisseau ne s'effondrerait pas. Le vaisseau pourrait devenir fou. Toutes ces découvertes ont montré que le vaisseau génération n'avait pas un seul grand ennemi. Il en avait des centaines de petits qui se nourrissaient les uns les autres. Fatigue des matériaux, déséquilibre écologique, effondrement génétique et dissolution sociale. Chacun semblait gérable en soi. Mais, ensemble, ils formaient une spirale de la mort inévitable. Alors, comment ces systèmes fonctionnaient-ils réellement? Cette soudure rouillée, cette atmosphère instable, ce pool génétique affaibli. Quels étaient les mécanismes fondamentaux qui les maintenaient ensemble ou les déchiraient? Car comprendre le problème ne signifiait pas le résoudre. Pour résoudre le problème,
il fallait savoir comment il fonctionnait dans ses moindres détails. Calculer les probabilités de défaillance de chaque pièce. Mais comment ces systèmes se dégradent-ils exactement? Quels processus physiques fondamentaux déterminent les probabilités de défaillance? Maintenant, ralentissons, car pour comprendre comment ce système complexe s'effondre, nous devons examiner un par un comment chaque pièce s'use. C'est une autopsie technique des ennemis les plus fondamentaux d'un vaisseau génération. C'est l'histoire détaillée des projectiles invisibles qui frappent le vaisseau, de la fatigue à l'intérieur du métal, et de la façon dont la technologie censée le réparer s'épuise lentement. C'est la mécanique de l'entropie. Tout commence avec la structure même du vaisseau, car si le vaisseau tourne pour produire une gravité artificielle, ce qui est la méthode la plus proposée pour éviter les effets physiologiques dévastateurs de l'apesanteur prolongée, ces éléments structurels sont soumis à une charge cyclique à chaque révolution. Vous pouvez comparer cela à prendre un trombone et à le plier à plusieurs reprises. Au début, il ne se passe rien. Mais chaque pliage accumule des dommages microscopiques dans la structure interne du métal. Finalement, le métal apparemment solide se brise soudainement. C'est la fatigue du métal. Dans un vaisseau génération, un module d'habitat produisant environ une gravité standard tourne une fois par minute. Cela soumet ces éléments structurels à un cycle de contrainte complet toutes les 60 secondes, ce qui équivaut à 1440 cycles par jour, 525 600 cycles par an, et 52,56 millions de cycles par siècle. Sur un voyage de 1000 ans, ce chiffre atteint 525,6 millions de cycles. C'est un nombre colossal, car la fatigue du métal est responsable de certaines des catastrophes structurelles les plus tristement célèbres de l'histoire de l'ingénierie. Le mécanisme est bien compris. Des fissures microscopiques commencent au point de concentration de contrainte à l'intérieur du métal, aux joints de grains ou aux défauts de surface. Chaque cycle de contrainte fait avancer le front de la fissure d'un petit incrément. La fissure se développe de manière invisible sur des milliers ou des millions de cycles, jusqu'à ce qu'elle atteigne une longueur critique où la section restante ne peut plus supporter la charge appliquée. À ce moment-là, le composant se brise généralement de manière catastrophique et avec très peu d'avertissement. Sur Terre, nous gérons ce problème par l'inspection et le remplacement. Mais, dans un vaisseau génération, une poutre structurelle qui se fissure à la 50e année peut être remplacée par des pièces de rechange stockées. Une poutre qui se fissure à la 500e année pourrait nécessiter de cannibaliser du matériau d'une structure moins critique. Une poutre qui se fissure à la 900e année pourrait n'avoir plus aucune pièce de rechange. Mais ce problème de fatigue du métal est amplifié par sa combinaison avec un mécanisme de dégradation totalement distinct et plus insidieux. La fragilisation par irradiation. Vous pouvez imaginer cela comme une tempête de sable invisible, microscopique et extrêmement énergétique qui frappe la coque du vaisseau. Dans l'espace interstellaire, le vaisseau est constamment bombardé par des rayons cosmiques galactiques. Ce sont des protons, des noyaux d'hélium et des ions lourds comme le fer. Accélérés à des énergies prodigieuses par les ondes de choc des supernovas. Lorsqu'un rayon cosmique de haute énergie frappe un atome dans un réseau cristallin métallique, il l'éjecte de sa position d'équilibre. Il crée ce que les physiciens appellent une paire de Frenkel, une lacune là où se trouvait l'atome, et un atome interstitiel là où il atterrit. Une seule particule de haute énergie peut créer une cascade de défauts, avec des atomes heurtant des atomes voisins dans une réaction en chaîne de boules de billard. Avec le temps, ces défauts de déplacement s'accumulent.
Ils migrent à travers le réseau et s'agrègent en structures plus grandes qui modifient les propriétés mécaniques du matériau. Le résultat macroscopique est un phénomène connu sous le nom de fragilisation par irradiation. Le matériau devient plus dur, c'est-à-dire qu'il résiste plus fortement à la déformation. Mais il devient aussi moins tenace, c'est-à-dire qu'il se brise plus facilement. Cette transformation a été étudiée de manière approfondie dans les cuves de pression des réacteurs nucléaires, où le bombardement de neutrons produit des dommages similaires sur des durées de vie de 40 à 60 ans. Un vaisseau génération non protégé est exposé à une dose d'environ 300 à 400 millisieverts par an. Sur un millénaire, cela atteint une dose cumulative de 300 à 400 sievert. Mais cela dépasse de loin le seuil de dose à partir duquel une fragilisation mesurable commence dans les aciers de réacteur. C'est pourquoi la combinaison de la fatigue et des dommages par irradiation est synergique et pas seulement additive. Un matériau fragilisé par irradiation est beaucoup plus sensible à la propagation des fissures de fatigue. Ces deux processus se nourrissent l'un l'autre, poussant l'intégrité structurelle du vaisseau vers une fin inévitable. C'est pourquoi les matériaux se dégradent, inévitablement. L'intégrité structurelle s'affaiblit. Mais, que se passe-t-il si notre capacité à réparer ces dommages ou à remplacer les pièces défectueuses se dégrade en même temps? Cela nous amène à l'obstacle peut-être le plus insurmontable pour un vaisseau génération, le goulot d'étranglement de la fabrication et la régression technologique. Imaginez avoir une boîte à outils, mais pour fabriquer chaque outil de cette boîte, vous avez besoin d'un autre outil, et pour fabriquer ces outils, vous avez besoin d'autres outils. C'est un cercle vicieux. Sur Terre, ce cycle se termine dans les industries minières et de raffinage qui extraient les matières premières du sol. Nous tirons notre énergie des combustibles fossiles ou des sources nucléaires. Mais, dans un vaisseau génération, ce cycle se termine au stock de matières premières chargées au départ. Lorsque ces stocks sont épuisés, la chaîne de production est coupée à sa base. Et chaque capacité en aval qui en dépend se dégrade de manière irréversible. Prenez par exemple un seul circuit intégré que l'on trouve dans n'importe quel appareil moderne. Sa fabrication nécessite un équipement de photolithographie coûtant des milliards de dollars. Du silicium ultra pur, des produits chimiques photorésistants synthétisés à partir de dérivés du pétrole et des gaz spéciaux extrêmement purs. Un vaisseau génération ne peut pas transporter une usine de fabrication de semi-conducteurs complète, car sa masse, son volume, sa consommation d'énergie et ses besoins en matières premières chimiques sont prohibitifs. Cela signifie que lorsque le dernier processeur de rechange tombe en panne et qu'un nouveau ne peut pas être fabriqué à bord, la capacité de calcul qu'il fournissait est perdue de manière permanente. Ce principe s'applique à chaque composant manufacturé à bord. L'usinage de précision nécessite des machines-outils. Les machines-outils nécessitent des plaquettes de coupe en carbure de tungstène. Ces plaquettes s'usent et doivent être remplacées. Le remplacement nécessite soit des pièces de rechange stockées, soit la capacité de produire de nouvelles plaquettes à partir de matières premières, de tungstène et de carbone, en utilisant des techniques de métallurgie des poudres. Mais la métallurgie des poudres nécessite également ses propres fours Hashco, presses et équipements, chacun avec ses propres exigences de maintenance et de matériaux. Cette régression ne se manifeste pas comme un événement dramatique unique. Elle se présente comme une lente descente le long d'une série de paliers où les capacités diminuent progressivement. Chaque étape prise isolément
semble gérable. À MSCS Salford, chaque étape élimine de manière permanente des options que les générations précédentes considéraient comme acquises. Le vaisseau ne tombe pas en panne. Il oublie simplement ce dont il était autrefois capable. La dégradation de ses systèmes, le squelette du vaisseau et les muscles technologiques qui le maintiennent s'effritaient lentement. Mais il y a un cœur qui fait fonctionner chaque système. La production d'énergie continue et ininterrompue, car sans électricité, le traitement de l'atmosphère s'arrête, la régulation de la température cesse, le recyclage de l'eau s'arrête et l'éclairage de la production alimentaire s'éteint. C'est pourquoi les sources d'énergie qui alimentent le cœur du vaisseau sont confrontées à leur propre voie de dégradation unique et mortelle. Ces voies ne sont pas seulement l'usure mécanique, mais aussi des problèmes plus fondamentaux comme la physique de la désintégration radioactive et l'épuisement inévitable de l'approvisionnement en carburant. Alors, comment un réacteur nucléaire peut-il fonctionner pendant des siècles dans un vaisseau génération? Car même les réacteurs les plus robustes sur Terre sont conçus pour durer au maximum 60 ans. Et même à la fin de cette période, ils sont mis à la retraite à cause de pièces non remplaçables. Dans un vaisseau génération, il n'y a aucune pièce à remplacer. C'est pourquoi l'arrêt du cœur du vaisseau n'était qu'une question de temps, et la mécanique de cet arrêt. La mécanique de cet arrêt provenait des systèmes de production d'énergie eux-mêmes. Le cœur du vaisseau, car la fission nucléaire, l'option technologiquement la plus mature pour la production d'énergie dans l'espace lointain, porte en elle sa propre fin inévitable. Comparez cela à quelqu'un qui essaie de nourrir un feu sans fin, mais qui ne dispose que d'un tas de bois limité. Le feu brûle un certain temps, fournissant chaleur et lumière. Mais, finalement, le combustible s'épuise et le feu s'éteint. Le réacteur nucléaire d'un vaisseau génération est dans une situation similaire, car les réacteurs à fission terrestre, même avec la possibilité d'une maintenance régulière et du remplacement des composants, ont une durée de vie opérationnelle de 40 à 60 ans. Au-delà de cette période, l'irradiation neutronique a tellement fragilisé la cuve de pression du réacteur qu'un fonctionnement continu présente un risque de rupture inacceptable. Le gainage du combustible est dégradé. Les mécanismes des barres de contrôle sont usés. Le réacteur n'est pas tombé en panne de manière spectaculaire. Il a simplement vieilli au point où son fonctionnement continu ne peut plus être garanti en toute sécurité. Prolonger la durée de vie fonctionnelle d'un réacteur à fission à plusieurs siècles nécessiterait de surmonter les défis de dégradation des matériaux que l'industrie nucléaire ne gère depuis des décennies que par le remplacement des composants. Mais, dans un vaisseau génération, la cuve du réacteur ne peut pas être remplacée. Le gainage du combustible ne peut pas être reproduit. Les systèmes de contrôle ne peuvent pas être reconstruits. C'est pourquoi la source d'énergie du vaisseau est en soi une bombe à retardement. Mais il y a un problème encore plus fondamental, l'approvisionnement en carburant. Un réacteur à fission consommant de l'uranium enrichi à un rythme pour couvrir la pleine charge électrique d'un vaisseau génération, soit 50 à plusieurs centaines de mégawatts de puissance thermique selon diverses études, épuiserait son inventaire de carburant sur des échelles de temps, de décennies, peut-être 1 ou 2 siècles. Cette durée dépend de la conception du réacteur et du niveau d'enrichissement. Bien sûr, il existe des moyens de prolonger cette durée. Par exemple, les réacteurs surgénérateurs, qui convertissent l'uranium 238 fertile en plutonium 239 fissile, pourraient prolonger considérablement l'approvisionnement en carburant
potentiellement de 50 fois ou plus. Mais les réacteurs surgénérateurs fonctionnent à des températures plus élevées, utilisent des caloporteurs plus corrosifs comme le sodium liquide et nécessitent une capacité de retraitement du combustible plus sophistiquée. Chacune de ces caractéristiques accélère la dégradation des matériaux et augmente la complexité opérationnelle. Ainsi, chaque tentative pour prolonger la durée de vie du carburant entraîne une dégradation plus rapide du réacteur lui-même. C'est un dilemme que les ingénieurs ne peuvent pas résoudre. D'un côté, votre carburant s'épuise, de l'autre, votre machine se désintègre. Il est inévitable que l'un des deux vous rattrape, car ce n'est pas une erreur d'ingénierie. C'est une conséquence fondamentale de la thermodynamique. C'est pourquoi certains se sont tournés vers une autre source d'énergie. Il y a les générateurs thermoélectriques, car ce sont les sources d'énergie qui ont maintenu en vie les sondes opérationnelles les plus lointaines de l'humanité pendant des décennies. Offrant une fiabilité exceptionnelle en raison de l'absence de pièces mobiles. Imaginez cela comme une boîte magique sans aucune pièce tournante, produisant silencieusement de l'électricité à partir de la chaleur. Un générateur à radioisotope produit de l'électricité via l'effet Seebeck. Il convertit la chaleur de la désintégration radioactive directement en tension à travers une jonction thermoélectrique. Pas de turbine, pas de pompe, pas de fluide de travail. Mais leur puissance de sortie diminue avec la demi-vie de l'isotope combustible. La demi-vie du plutonium-238 à Once, le combustible standard des RTGC, est de 87,7 ans. Après une demi-vie, la sortie tombe à 50%. Après 2 demi-vies, à 25%. Après 3 demi-vies, à 12,5%. Cela signifie qu'un vaisseau génération alimenté par un RTG serait confronté à des budgets énergétiques en constante diminution, ce qui obligerait à l'arrêt progressif des systèmes non essentiels sur des siècles. C'est une lente strangulation imposée par les courbes de désintégration radioactive qu'aucune intervention d'ingénierie ne peut modifier. Les RTG sont parfaits pour des missions de plusieurs décennies, comme voyager. Car, pendant cette période, la baisse de puissance est gérable. Mais, pour le voyage de 1000 ans d'un vaisseau génération, cette baisse lente et régulière signifie que le vaisseau finira par sombrer dans l'obscurité. Oh, ce n'est pas une défaillance dramatique comme l'explosion d'une fusée. C'est plutôt comme une bougie qui s'éteint lentement, inévitable, silencieuse et certaine. C'est un autre coup brutal que la physique porte à un vaisseau génération. Vous devez choisir entre la fiabilité et la longévité. Et dans ce choix, les deux options sont perdantes. Tous ces systèmes, l'intégrité structurelle, la capacité de production et la production d'énergie, constituaient le squelette, le cerveau et le cœur du vaisseau. Mais il y avait aussi les poumons, les reins et le système circulatoire du vaisseau. Les machines de support de vie. Ce sont les systèmes qui maintiennent une atmosphère respirable, de l'eau potable et une température stable dans tout vaisseau spatial habité. Et ces systèmes sont un assemblage complexe de pompes, de ventilateurs, de compresseurs, d'échangeurs de chaleur, de réacteurs catalytiques, de filtres à membrane et de contrôleurs électroniques. Chacun est sujet à l'usure, à la corrosion, à l'encrassement et à une défaillance finale. Considérez un seul sous-système critique, l'unité d'élimination du dioxyde de carbone. Sur la Station spatiale internationale, le dioxyde de carbone est éliminé de l'air de la cabine
à l'aide de lits de Thamys moléculaires en zéolite. Ces lits absorbent les molécules de dioxyde de carbone et les libèrent lorsqu'ils sont chauffés. Le système cycle entre les phases d'absorption et d'évacuation, nécessitant des vannes, des chauffages, des ventilateurs et une électronique de contrôle qui fonctionne en continu. Sur l'ISS, ce système nécessite une maintenance régulière, y compris le remplacement des clapets anti-retour, des moteurs de ventilateurs et des lits de dessiccation. Et toutes ces pièces de rechange sont livrées par des missions de ravitaillement depuis la Terre tous les quelques mois. Mais un vaisseau génération aurait besoin que son système d'élimination du dioxyde de carbone fonctionne non pas pour la durée de vie de conception de 15 ans de l'ISS, mais pendant des siècles. Chaque vanne de ce système a un joint en élastomère qui finira par se dégrader. Chaque moteur de ventilateur a des roulements qui finiront par s'user. Chaque connexion électrique est un point de défaillance potentiel. Multipliez cela par les dizaines de sous-systèmes interconnectés qui composent une architecture de support de vie complète. Et la charge de maintenance devient vertigineuse. Bien sûr, des techniciens compétents avec les bons outils et matériaux peuvent réparer presque n'importe quoi. Mais ce qui ne peut être garanti, c'est que l'approvisionnement en matériaux de rechange, la disponibilité d'outils spécialisés et la profondeur de l'expertise technique puissent être maintenues sur des échelles de temps intergénérationnelles sans accès à une infrastructure de fabrication externe. Tous ces scénarios d'effondrement mécanique et biologique étaient comme une série de dominos, chacun progressant selon son propre calendrier, mais aboutissant inévitablement au même résultat. Le métal se fatigue, les radiations le fragilisent, les écosystèmes s'effondrent, les génomes se dégradent, les sources d'énergie s'épuisent, et la capacité de réparer disparaît lentement avec les choses à réparer. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce qui se passe lorsque nous rassemblons toutes ces courbes de défaillance, car c'est une catastrophe plus grande que la somme de ces parties. C'est une spirale de la mort. Ce moment où une petite défaillance dans un système provoque une réaction en chaîne dans d'autres systèmes, amenant le vaisseau au bord de l'effondrement à une vitesse et avec une violence que l'équipage n'aurait jamais attendue. Et maintenant, la mécanique de l'effondrement commence. Mais ce n'était pas une lente dégradation, c'était une avalanche, car les systèmes du vaisseau n'étaient pas indépendants. Ils étaient interconnectés. Une faiblesse dans l'un affaiblissait l'autre. Et maintenant, nous arrivons à ce moment catastrophique où ces faiblesses se sont combinées, sont entrées en résonance les unes avec les autres et ont fait s'effondrer le vaisseau sur lui-même. Plus d'explications lentes, plus d'analyses techniques, juste des conséquences, juste l'effondrement. C'est le point culminant de la mort d'un vaisseau génération. Ce sont les derniers battements du cœur du vaisseau. C'était une apocalypse. Une apocalypse mathématique. Imaginez une chaîne, composée de 1000 maillons. Chaque maillon est fait d'acier parfait, forgé par un maître forgeron. Chaque maillon a une probabilité de 99,9% de résister sous charge pendant une année donnée. Presque parfait. Vous confieriez votre vie à un seul maillon sans hésiter. Mais, maintenant, suspendez un poids lourd à toute la chaîne et posez une question différente. Quelle est la probabilité que chaque maillon résiste simultanément, année après année, pendant un siècle? La première année, la probabilité que les 1000 maillons survivent est de 0,999 à la puissance 1000, soit environ 36,8%, pas 99,9%.
un tiers. C'était le premier et le plus grand choc de l'histoire. La probabilité de survie du vaisseau même la première année était de moitié. La deuxième année, la probabilité que chaque maillon survive aux 2 années tombe à environ 13,5%. La 5e année, elle tombe en dessous de 1%. La 10e année, la probabilité que les 1000 maillons survivent sans une seule défaillance est d'environ 0,005%. C'est un nombre si petit qu'il est fonctionnellement indiscernable de l'impossibilité. Ce n'était pas une interprétation pessimiste. C'était de l'arithmétique. C'était les mathématiques de la probabilité de défaillance composée. Et c'était le concept le plus important pour évaluer la viabilité d'un vaisseau génération. Peu importait la fiabilité des composants individuels. Ce qui importait, c'était combien de composants devaient fonctionner simultanément et pendant combien de temps. C'était la vérité que les ingénieurs du vaisseau n'ont jamais dite à voix haute, mais qui a transpercé le cœur du vaisseau comme un poignard. Le vaisseau n'était pas conçu pour survivre. Le vaisseau était mathématiquement conçu pour échouer. Mais ce n'était que le début, car le vaisseau n'était pas une chaîne de 1000 maillons. Donc c'était un réseau de dizaines de milliers de sous-systèmes, composants, processus biologiques et structures sociales interconnectées. C'est pourquoi les ingénieurs du vaisseau ont travaillé sur un modèle plus concret, un modèle terrifiant. Ils ont supposé qu'un vaisseau génération dépendait de 10 grandes catégories de sous-systèmes pour sa survie. Intégrité structurelle, production d'énergie, traitement de l'atmosphère, recyclage de l'eau, production alimentaire, régulation thermique, blindage anti-radiation, maintenance et réparation, et d'autres. Ils ont assigné à chacun de ces systèmes une probabilité de fonctionner de manière adéquate sur une période de 10 ans. Cette probabilité incluait toutes les redondances internes, les capacités de réparation et le remplacement de composants à partir des stocks embarqués. Et ils ont fixé cette fiabilité décennale à 95% pour chaque sous-système. C'était un chiffre délibérément généreux, car cela signifiait que sur n'importe quelle période de 10 ans, chaque sous-système n'avait qu'une probabilité de 5% de tomber en dessous des performances acceptables, malgré toute la fatigue des matériaux, les dommages par irradiation et les facteurs humains qui jouaient contre lui. 95% semble presque rassurant. Mais la probabilité que les 10 sous-systèmes fonctionnent de manière adéquate sur n'importe quelle période de 10 ans est de 0,95 à la puissance 10, environ 59,9%. Cela signifiait qu'il y avait une probabilité d'environ 40% qu'au moins un sous-système tombe en panne de manière critique au cours des 10 premières années. Les 10 premières années, une loterie, et le vaisseau perdait. Sur 2 décennies, la probabilité d'un fonctionnement continu de tous les systèmes tombe à environ 35,8%. Sur 50 ans, à environ 7,7%. Sur 100 ans, à environ 0,6%. Et sur 500 ans, la probabilité de survie nécessite une notation scientifique et s'arrondit à 0 à toute fin pratique. Ces chiffres étaient inscrits comme une tache noire dans le journal de bord du vaisseau. C'était la preuve mathématique que le vaisseau était condamné à mort avant même sa naissance. Et maintenant, vient le moment le plus insidieux. Pas d'explosion, pas de sirène, pas d'alarme, juste le silence et une charge de travail qui augmente lentement. C'était le moment connu sous le nom de point de croisement, un tournant dans l'histoire de la mission, et que ce moment redoutable où les courbes du taux de réparation et du taux de défaillance du vaisseau se croisent. Avant cette transition, le vaisseau accumulait une marge de sécurité,
la capacité de réparation était à son apogée. Les stocks de pièces de rechange étaient à plein. Les techniciens formés sur Terre connaissaient chaque système. Les pannes étaient rapidement détectées et corrigées. Mais, au fil des décennies, cet équilibre positif a changé. Les stocks de pièces de rechange se sont épuisés. Chaque réparation a consommé des matériaux non remplaçables. L'équipement de diagnostic s'est décalibré. Et le pire, la base de connaissances qui soutenait la capacité de réparation a également évolué, potentiellement dans des directions négatives. Seule l'expertise technique devait être transmise de chaque génération à la suivante par la formation et l'apprentissage. Mais cette transmission n'était jamais parfaite, et à un moment donné, ces deux courbes se sont croisées. À partir de ce moment, le vaisseau consommait sa marge de sécurité plus rapidement qu'il n'en accumulait. À partir de ce moment, le vaisseau vivait sur du temps emprunté. Il consommait des réserves de pièces de rechange et de compétences qui ne pouvaient pas être reconstituées. Mais la qualité insidieuse de ce processus était que l'équipage qui le vivait n'avait aucun signal clair indiquant que le croisement avait eu lieu. Les registres de maintenance montreraient une augmentation progressive de la fréquence des réparations. Les inventaires de pièces de rechange montreraient une baisse progressive des niveaux de stock. Mais chacune de ces tendances se développerait si lentement que l'équipage en service à un moment donné pourrait raisonnablement les interpréter comme une variation normale plutôt que comme un déclin systémique. C'était une trahison, l'incapacité des propres systèmes du vaisseau à dire qu'ils étaient en train de mourir. Sous-système tombe en panne de manière critique au cours des 10 premières années. Les 10 premières années, une loterie, et le vaisseau perdait. Sur 2 décennies, la probabilité d'un fonctionnement continu de tous les systèmes tombe à environ 35,8%. Sur 50 ans, à environ 7,7%. Sur 100 ans, à environ 0,6%. Et sur 500 ans, la probabilité de survie nécessite une notation scientifique et s'arrondit à 0 à toute fin pratique. Ces chiffres étaient inscrits comme une tache noire dans le journal de bord du vaisseau. C'était la preuve mathématique que le vaisseau était condamné à mort avant même sa naissance. Et maintenant, vient le moment le plus insidieux. Pas d'explosion, pas de sirène, pas d'alarme, juste le silence et une charge de travail qui augmente lentement. C'était le moment connu sous le nom de point de croisement, un tournant dans l'histoire de la mission, et que ce moment redoutable où les courbes du taux de réparation et du taux de défaillance du vaisseau se croisent. Avant cette transition, le vaisseau accumulait une marge de sécurité. La capacité de réparation était à son apogée. Les stocks de pièces de rechange étaient à plein. Les techniciens formés sur Terre connaissaient chaque système. Les pannes étaient rapidement détectées et corrigées. Mais, au fil des décennies, cet équilibre positif a changé. Les stocks de pièces de rechange se sont épuisés. Chaque réparation a consommé des matériaux non remplaçables. L'équipement de diagnostic s'est décalibré. Et le pire, la base de connaissances qui soutenait la capacité de réparation a également évolué, potentiellement dans des directions négatives. Seule l'expertise technique devait être transmise de chaque génération à la suivante par la formation et l'apprentissage. Mais cette transmission n'était jamais parfaite, et à un moment donné, ces deux courbes se sont croisées. À partir de ce moment, le vaisseau consommait sa marge de sécurité plus rapidement qu'il n'en accumulait. À partir de ce moment, le vaisseau vivait sur du temps emprunté. Il consommait des réserves de pièces de rechange
et de compétences qui ne pouvaient pas être reconstituées. Mais la qualité insidieuse de ce processus était que l'équipage qui le vivait n'avait aucun signal clair indiquant que le croisement avait eu lieu. Les registres de maintenance montreraient une augmentation progressive de la fréquence des réparations. Les inventaires de pièces de rechange montreraient une baisse progressive des niveaux de stock. Mais chacune de ces tendances se développerait si lentement que l'équipage en service à un moment donné pourrait raisonnablement les interpréter comme une variation normale plutôt que comme un déclin systémique. C'était une trahison, l'incapacité des propres systèmes du vaisseau à dire qu'ils étaient en train de mourir. Il y a l'âge inconcevable de l'univers. 13,8 milliards d'années. Et c'est une durée que l'esprit humain ne peut pas vraiment saisir. De l'autre côté, il y a votre vie. Peut-être 80 ans, peut-être 90. Sur le calendrier cosmique, un instant plus court qu'un clin d'œil. Toute votre vie, toutes vos joies, toutes vos peines sont un point presque invisible sur la ligne du temps de l'univers. Comment une existence si éphémère peut-elle avoir un sens ? C'est une tristesse existentielle. Nous sommes des vagues instantanées dans l'océan du temps. Nous venons et nous partons. Même le voyage de 1000 ans du vaisseau Génération n'est rien à l'échelle du temps galactique. Les civilisations naissent et s'effondrent. Les étoiles naissent et meurent. Et nous ne participons qu'à une scène fugace de ce drame gigantesque. Cela peut nous faire nous sentir insignifiants. Mais ce n'est aussi que la moitié de l'histoire. Car cet instant fugace, c'est tout. C'est la seule chose que vous possédez. Et dans cet instant est contenue toute l'histoire des 13,8 milliards d'années de l'univers. Vous êtes le résultat de cette histoire. Vos atomes ont été forgés à l'intérieur d'étoiles qui sont mortes il y a des milliards d'années. Votre conscience est l'héritage de 4 milliards d'années de lutte pour la vie sur cette planète. C'est pourquoi vous n'êtes pas seulement un être de 80 ans. Vous êtes le dernier chapitre d'une histoire de 13,8 milliards d'années. Vous faites partie de cette histoire. Vous portez en vous, dans cet instant, tout le poids du passé et tout le potentiel de l'avenir. Votre vie éphémère est une fenêtre à travers laquelle l'univers s'expérimente lui-même. Je vois la lumière d'une étoile, sentir le parfum d'une fleur, tenir la main de quelqu'un que vous aimez. Ce sont toutes des expériences qui vous ont été accordées à l'issue d'un processus évolutif de plusieurs milliards d'années. Votre existence est peut-être temporaire. Mais la profondeur de l'expérience dans cette temporalité est infinie. Voilà votre valeur. Vous êtes un témoin instantané, mais inestimable de l'univers. Et ce témoignage nous amène au dernier et peut-être au plus important contraste. D'un côté, il y a notre solitude cosmique, le silence inquiétant du paradoxe de Fermi. Pour autant que nous puissions l'observer, nous sommes seuls dans cet univers immense, parmi des milliards de galaxies, des trillions d'étoiles et d'innombrables planètes. Nous n'avons encore trouvé aucune autre preuve de vie intelligente. Le vaisseau Génération est l'expression la plus extrême de cette solitude. Une boîte de métal dérivant dans l'obscurité absolue, sans possibilité de sauvetage, de ravitaillement ou de retour. C'est l'une des peurs les plus profondes de notre espèce. Être seul dans ce vide infini. Cela peut être une pensée insupportable. Mais ce n'est aussi qu'une facette de la réalité. Car nous sommes peut-être seuls lorsque nous regardons l'univers. Mais lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous ne sommes jamais seuls. De l'autre côté,
il y a notre lien incroyable. Nous sommes une espèce sociale. Notre survie dépend de notre capacité à coopérer, à partager des informations et à nous soutenir les uns les autres. L'effondrement du vaisseau Génération n'était pas seulement un échec technique, et c'était aussi la preuve que ces liens ne pouvaient pas être maintenus sur des milliers d'années. Mais cela ne signifie pas que nos liens sont faibles. Au contraire, cela montre à quel point ils sont précieux et fragiles, car votre vie prend son sens en touchant la vie d'autres personnes. Un sourire, une main tendue, un rire partagé, une douleur partagée. Ce sont les choses qui nous permettent de transcender notre solitude cosmique. Vous faites partie de ce lien. Vous êtes dans un réseau invisible qui s'étend de votre famille à vos amis, de votre société à toute l'humanité. Vos actions renforcent ou affaiblissent ce réseau. Le vaisseau Génération nous a montré que nous ne pourrons peut-être pas atteindre les étoiles. Mais il nous a aussi rappelé que le véritable endroit que nous devons atteindre, ce ne sont pas les étoiles, mais les uns les autres. Voilà notre plus grande aventure. Créer un foyer les uns pour les autres au milieu de la solitude cosmique. C'est le dernier héritage que nous a laissé le vaisseau Génération. Tant que nous nous avons les uns, les autres. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ces états d'être grands et petits, anciens et nouveaux, seuls et ensemble, définissent notre place dans l'univers. Nous sommes des êtres limités mais compréhensifs, éphémères mais profonds, seuls mais interconnectés. Ces paradoxes ne sont pas une faiblesse, mais notre plus grande force. Mais, une fois que nous avons compris cette force, comment l'utiliserons-nous? Car l'échec du projet de vaisseau Génération signifie-t-il la fin de notre rêve d'aller vers les étoiles? Ou cela signifie-t-il simplement que nous devons repenser la nature du voyage? Peut-être que le but n'est pas d'arriver. Et c'est pourquoi cet échec ne doit pas être la fin de notre rêve d'aller vers les étoiles. Car peut-être que le but n'était pas d'atteindre une destination, mais de trouver un sens dans le voyage lui-même. L'épave du vaisseau Génération nous offre des vérités profondes sur la nature de ce voyage, et plus important encore, sur nous-mêmes. C'est l'autopsie non seulement d'une machine, mais d'un rêve. Et de cette autopsie peut naître une nouvelle perspective, plus sage, sur l'avenir de notre espèce. C'est la naissance de l'humilité, des cendres de l'orgueil. Car cette histoire nous confronte à un autre contraste fondamental. D'un côté, il y a l'incroyable savoir et pouvoir que nous possédons. Nous pouvons séquencer des génomes, briser des atomes, comprendre exactement comment fonctionne un réacteur nucléaire. Nous pouvons écrire les équations qui expliquent le début de l'univers. Analyser la composition chimique de galaxies à des milliards d'années-lumière. Nous sommes l'espèce la plus puissante à avoir jamais marché sur cette planète. Mais, de l'autre côté, il y a la réalité de l'impuissance de ce pouvoir. Car, malgré tout notre savoir, nous ne pouvons pas empêcher l'usure d'un simple roulement métallique ou le durcissement d'un joint en polymère sur des siècles. La deuxième loi de la thermodynamique agit silencieusement et sans relâche, sans se soucier de nos plus brillantes réalisations d'ingénierie. Comment une espèce qui en sait autant peut-elle rester si impuissante face à une dégradation aussi fondamentale? C'est la vérité tragique de l'homme. Nous sommes comme des dieux pour comprendre l'univers. Mais nous sommes encore très fragiles pour y survivre. Notre savoir ne suffit pas à dépasser nos limites physiques. L'échec du vaisseau Génération est la preuve la plus amère de cette vérité. Nous ne pouvons pas écrire les règles de l'univers. Nous ne pouvons que les découvrir et apprendre
à nous y conformer. Mais cette impuissance ne doit pas être une source de désespoir, car ce savoir nous donne quelque chose qu'aucune autre espèce ne possède. L'anticipation. Nous sommes la seule espèce capable de prévoir notre échec. Ce n'est pas une faiblesse, mais une forme unique de sagesse. D'autres espèces réagissent lorsque leur environnement change. Mais nous pouvons modéliser les changements futurs et nous y préparer. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Vous connaissez les limites de votre propre vie. L'inévitabilité du vieillissement. Cette connaissance ne doit pas vous déprimer. Au contraire, elle peut rendre le temps que vous avez plus précieux. Elle peut vous aider à vivre le moment présent plus consciemment. Voilà la leçon que nous enseigne le vaisseau génération. Connaître nos limites ne nous emprisonne pas. Cela nous libère. Cela nous pousse à valoriser ce que nous avons, plutôt qu'à poursuivre des rêves inatteignables. Et la chose la plus précieuse que nous ayons nous amène à un autre contraste. D'un côté, il y a la clôture absolue et la finitude d'un vaisseau génération. C'est un système autosuffisant, mais aussi autoconsumant. Chaque atome, chaque goutte d'eau, chaque calorie provient d'un inventaire fini chargé au départ. Rien n'entre de l'extérieur, c'est son arrêt de mort. Car aucun système fermé ne peut résister éternellement à l'entropie. Le vaisseau est condamné à s'étouffer dans les limites de son propre petit univers. C'est la conception tragique du vaisseau. C'est une île qui voyage dans l'ouverture infinie de l'espace interstellaire, mais qui est elle-même infiniment fermée. Mais, de l'autre côté, il y a le monde où nous vivons, la Terre. Ce n'est pas un vaisseau génération, ce n'est pas un système fermé. La Terre est un système ouvert qui reçoit constamment de l'énergie de notre Soleil. Cela change tout, car ce flux d'énergie constant nourrit des écosystèmes complexes, dirige les courants océaniques et le temps, et permet à la vie elle-même de lutter localement contre l'entropie. L'échec du vaisseau génération à maintenir un écosystème artificiel et fermé révèle à quel point l'écosystème naturel et ouvert de la Terre est miraculeux. Nous ne vivons pas dans une boîte isolée qui consomme ses propres ressources. Nous faisons partie d'un système autorégulé à l'échelle planétaire, nourri par la générosité d'une étoile. Vous aussi, vous faites partie de ce système ouvert. L'air que vous respirez est constamment renouvelé par les forêts de la planète. L'eau que vous buvez fait partie d'un cycle mondial de milliers de kilomètres. Chaque bouchée que vous mangez a été cultivée grâce à la puissance d'un réacteur à fusion nucléaire situé à 150 millions de kilomètres. L'échec inévitable du vaisseau génération est un miroir pour nous faire apprécier la chance extraordinaire que nous avons. Il nous montre à quel point ce que nous devons protéger est précieux. C'est pourquoi, face à toutes ces connaissances, deux voies se dessinent devant nous. D'un côté, il y a la voie de l'orgueil. Voir l'échec du vaisseau génération comme un simple problème d'ingénierie à surmonter. Croire que nous pourrons vaincre l'entropie la prochaine fois en construisant de meilleurs matériaux. Des intelligences artificielles plus intelligentes. Des systèmes plus robustes. C'est l'expression du désir de conquête de l'humanité, de son refus de se plier aux règles de la nature. C'est la voie de la tentative de réaliser le rêve d'atteindre les étoiles à tout prix. Mais, de l'autre côté, il y a la voie de l'humilité. Voir l'échec du vaisseau génération non pas comme une défaite, mais comme une leçon. Accepter que l'univers nous montre nos limites et réaliser que la véritable aventure n'est peut-être pas de tenter de conquérir le vide infini là-dehors, mais de comprendre et de protéger notre seul et précieux foyer, ici. C'est la voie
qui consiste à tourner notre regard des étoiles vers notre propre planète. C'est accepter que la survie à long terme de notre espèce dépend plus de notre bonne gestion de la Terre que de notre expansion dans l'espace. Vous aussi, dans votre vie, vous faites constamment un choix entre ces deux voies, l'ambition d'obtenir plus ou la sagesse d'être heureux avec ce que vous avez. L'histoire du vaisseau Génération porte ce dilemme personnel à une échelle cosmique, et elle nous montre que quelle que soit la voie que nous choisissons, ses conséquences se répercuteront sur des générations. C'est un choix qui nous est offert. Serons-nous des conquérants cosmiques ou des jardiniers cosmiques? Nous savons maintenant que le vaisseau Génération n'était pas seulement un projet d'ingénierie, mais aussi une expérience philosophique. Et les résultats de cette expérience sont clairs. Nous avons des limites physiques, nous avons des fragilités biologiques, et nous avons des faiblesses sociologiques. Nous savons que l'univers est à la fois incroyablement grand et que nous sommes incroyablement petits dans cette immensité. Nous savons que le temps s'étend comme une éternité et que notre présence dans ce temps n'est qu'un instant. Nous savons que nous sommes peut-être seuls à l'échelle cosmique, mais que nous sommes étroitement liés les uns aux autres. Et nous savons que, peu importe à quel point notre savoir augmente, nous sommes soumis aux lois les plus fondamentales de l'univers. Alors que notre histoire se termine, ce qui reste de l'épave du vaisseau Génération n'est pas un paysage de désespoir. Au contraire, c'est un lieu où naissent une compréhension plus profonde et une perspective plus sage. C'est peut-être la fin d'un chemin vers les étoiles. Mais c'est peut-être le début d'un chemin vers nous-mêmes, car l'épave du vaisseau Génération ne nous a pas laissé de carte pour les étoiles. Mais peut-être qu'elle nous a laissé une carte pour rentrer chez nous, sur Terre, et le premier pas sur cette carte n'est peut-être pas de savoir où nous voulons aller, mais de comprendre où nous sommes et à quel point ce que nous avons est précieux. Au cours de ce voyage, nous avons vu nos limites dans l'immensité de l'univers. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et si le début de notre univers n'était pas le premier début, le Big Bang pourrait être un écho né de l'effondrement d'un univers qui l'a précédé. Dans notre prochain voyage, nous irons avant le Big Bang, au mystère de ce temps perdu et des univers qui nous ont précédés.